Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Rameau. Aujourd'hui, nous vous partageons notre dernier entretien direct avec Sophie Sénac, référente UPR à La Réunion, et Alex, militant UPR. Pendant l'entretien, nous avions surtout parlé des élections législatives partielles de La Réunion, de comment l'Union européenne y est perçue, et de l'UPR de manière plus générale. Par ailleurs, pour les prochains entretiens, si vous voulez vous aussi poser vos questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord, le lien sera mis en barre d'infos. Vous pouvez également prendre contact avec nous si vous souhaitez nous aider dans quelques domaines que ce soit, audiovisuel, graphisme, rédaction, etc. Gardez en tête que le Rameau regroupe des militants et sympathisants UPR et pro-Frexit, mais aussi des gens qui viennent d'autres partis. Sur ce, nous vous souhaitons un bon visionnage. Bonsoir Sophie, bonsoir Alex, merci d'être avec nous sur le Rameau pour discuter de ces élections législatives partielles qui se sont tenues à La Réunion ce dimanche. Ce soir, nous allons vous poser plusieurs questions auxquelles vous pourrez répondre et qui traiteront essentiellement et majoritairement et quasiment exclusivement de La Réunion et de la spécificité de ce département d'outre-mer. Donc, ma première question pour vous, ça serait est-ce que vous pourriez présenter rapidement La Réunion à ceux qui ne la connaissent pas, c'est-à-dire grosso modo la taille de La Réunion, sa population, le nombre de circonscriptions, faire une comparaison à l'échelle nationale pour que les gens puissent mieux se situer par rapport à ce département. Alors la Réunion, c'est une île qui est dans l'océan Indien, au large de Madagascar. C'est pas une très grande île, elle fait 200 km de circonférence. Il y a près de 900 000 habitants, elle est assez peuplée. On a 7 circonscriptions, très jolie île. Des côtes et des montagnes impressionnantes et un volcan. C'est lequel? C'est le Piton de la Fournaise, c'est ça? Bonsoir. Je vais ajouter que c'est une île très politisée. Dans quel sens? Dans le sens où il y a plusieurs partis locaux qui ne sont pas des partis nationaux, qui ont des réseaux d'influence assez développés. Qu'il n'y a que 24 communes à La Réunion, donc pour 900 000 habitants, ça fait très peu, donc ce sont des grosses communes, 8 ou 9 000 habitants, et en général, elles font toutes plus de 20 000 habitants. Et donc les maires ont un certain poids, et les maires font conseil régional. Voilà, il y a beaucoup de mélange ici, entre le conseil régional, le conseil départemental, les mairies, il y a des noms de famille identiques dans un camp ou dans l'autre. Le nom de Robert, par exemple, oppose deux rivaux ici très connus. Il y a deux Robert différents. On sera amené à en reparler pendant l'entretien, je pense. C'est une île très politisée. Donc nous sommes bien sur une réalité sociale et administrative qui est vraiment éloignée de ce qu'on peut trouver en métropole. On ne trouvera pas de petits villages de 400 habitants ou de lieux-dits ou de choses comme ça. D'ailleurs bien desservi dans la recherche des parrainages pour la présidentielle. Nous avons, pour François Asselineau, nous n'avons pas réussi à obtenir le moindre parrainage à La Réunion. 24 communes, ça fait relativement peu. C'est difficile de blâmer l'échec. Effectivement, c'était dur. On a essayé avec les conseillers régionaux et départementaux, qui se trouvent être ici nettement plus nombreux que les maires. Mais tout est verrouillé, en fait. Tout est tenu par les partis soit nationaux, soit locaux, et donc pas un parrainage ne s'est perdu en notre faveur. Voilà. Donc il y a une grosse mainmise quand même de la métropole sur cette île, politiquement, je veux dire. LR, le parti LR qui est très présent et qui en ce moment tient les rênes du pouvoir à La Réunion. Et puis, à part LR, on compte essentiellement des partis influents. Ici, il y a le PCR, c'est le Parti communiste réunionnais, qui n'a pas grand-chose à voir avec le PC français, qui est très influent ici, le PCR. On a aussi un parti qui s'appelle le PLR. Alors, je me souviens plus ce que veut dire l'acronyme. Donc, qui est un parti de gauche, d'hiver gauche, on va dire, qui compte une députée qui est Juliette Bello. Nous avons aussi un parti local affilié au MoDem qui s'appelle LPA, La Politique Autrement, ça veut dire. Puis bon, il y a aussi un petit parti indépendantiste, un petit parti écologique local. Voilà. Bon, c'est très politisé, les gens se passionnent. Ça s'entend à la radio. Mais en
en même temps qu'ils sont passionnés, ils sont dégoûtés de la politique. D'accord. C'est beaucoup d'espoir. Voilà. Bah, là, ça ressemble un peu plus à la métropole, du coup. Alors, commençons un peu par les questions qui fâchent, enfin les fâchent. Est-ce que vous pourriez nous livrer simplement vos ressentis et analyses concernant les résultats de ce scrutin? Vous attendiez-vous à ce résultat? Le redoutiez-vous? Je suis partie dans cette campagne avec, pas un fol espoir, mais avec l'enthousiasme de porter l'idée du candidat du Frexit. Qu'on pouvait mettre un député du Frexit à l'Assemblée. Alors, je ne pensais pas que Fabien Dijoux allait gagner, ni même être au second tour. Cette idée-là ferait beaucoup plus écho parmi les électeurs. Et, parce qu'on entend autour de nous de plus en plus parler du Frexit. Cette idée du candidat du Frexit et de mettre un député Frexit à l'Assemblée, c'était pour moi vraiment, j'étais pleine d'enthousiasme. Il n'y a pas eu l'écho qu'on attendait. Pourtant, dans la population réunionnaise, quand on tracte, on se rend compte que les gens sont beaucoup moins hostiles qu'il y a un an de ça, à sortir de l'Union européenne. Ce matin, sur la libre antenne d'RTL Réunion, les appels se sont succédés, vraiment en contrepartie de l'élection et des résultats d'hier, pour dire ouais mais ça va pas, dans l'Union européenne ça va pas, il faudrait changer. Ça c'était, on va dire, la remarque la plus sympa, mais il y avait pas mal de personnes qui appelaient aussi pour dire mais ça va pas du tout, il faut un Frexit. Malgré les résultats qu'on a eus, les choses sont en train de bouger et la prise de conscience se fait. Donc du coup, excuse-moi, les discours plus ou moins anti-européens semblent gagner du terrain, avoir une meilleure audience à La Réunion maintenant? Oui. Déjà, moi je trouve que depuis l'année dernière, depuis les législatives de l'an passé, quand on tracte, vraiment, les gens écoutent. Pour la fête de l'Europe, par exemple, là on a eu c'est le meilleur écho qu'on ait jamais eu. C'était l'Europe, c'est la fête de l'Europe, mais on n'est pas à la fête avec l'Europe. Là, les gens faisaient demi-tour et ils venaient nous parler, en fait. Ils voulaient vraiment savoir ce qui se passait. Ça n'allait pas. Donc, on a eu pas mal d'échanges très positifs à ce moment-là. Puis, ça progresse bien, quoi. C'est plus aussi tabou. Je peux parler un petit peu. Vas-y, Alex, prends la parole, n'hésite pas. Vous débriefer un peu sur les chiffres. Bon, je pense que tout le monde sait que nous avons fait 0,67% des suffrages exprimés, ce qui fait 158 voix exactement. C'est que cette élection est vraiment caractérisée par une abstention massive. Elle est à 77% l'abstention cette année. Ah, j'avais 79 moi, donc du coup, j'avais pas le bon score. Je vais aller prendre les derniers chiffres. Là, on est à 77. Bon, 77,1 peut-être, mais c'est grosso modo ça. Je rappelle qu'il y a eu 65,31% d'abstention au scrutin en juin et que la moyenne nationale était à 51%. C'est juste pour ceux qui nous écoutent, pour te remettre la situation. Bon, là, j'ai pas le même chiffre que toi. J'avais 67 pour l'an dernier, mais bon, peu importe. Elle a augmenté d'une dizaine de points en un an, l'abstention. Ça nous fait que le premier qualifié là, pour le second tour, il rassemble moins de 6% des inscrits finalement. Et le second, il rassemble moins de 4%. Donc, tout ce qu'on va pouvoir dire sur les chiffres, ça sera vraiment à tempérer, à modérer, à moduler compte tenu de cette abstention-là. Alors, nous, concrètement, par rapport à la législative de l'an dernier, sur cette circonscription-là, voit son score divisé quasiment par 2, il est divisé par 1,9 et notre nombre d'électeurs a été divisé par 2,6. Donc ça semble très 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 décevant. Ce qui nous console un petit peu, même si on ne doit pas se réjouir du malheur des autres, c'est que quand même il y a des partis qui font aussi bien, voire mieux que nous dans ce genre d'hécatombe. Le MoDem, le candidat affilié MoDem, donc qui son score par 2 et son nombre d'électeurs par 2,8. Donc lui, il arrive déjà à faire mieux que nous dans la baisse, plus fort que nous. Vous avez la France Insoumise qui divise son score par 2,5 et son nombre d'électeurs par 3,4. Est tombé en dessous de 5% alors qu'ils étaient à 11 et quelques l'an dernier.
et que Mélenchon est arrivé en tête à l'élection présidentielle à La Réunion, hein, c'est à noter. Dans le même genre, bon, le Front National n'a jamais fait des scores énormes ici à La Réunion, ce qui montre que le vivre ensemble fonctionne à peu près. Mais néanmoins, Marine Le Pen est arrivée seconde à l'élection présidentielle. Le Front National à cette partielle fait un petit score. Ils font 2,61%. Donc ils ont divisé leur score par 1,6 et leur nombre d'électeurs par 2,2. Voilà, donc des partis classiques, je répète, hein, Modem, France Insoumise, Front National ont le même genre de baisse que nous, voire pire. Et est-ce que tu aurais des pistes d'analyse ou des débuts de réponse pour expliquer cette différence dans les scores par rapport à la métropole, ou ces variations, ou ce changement à quand même à un an des premières législatives? Alors en fait, je suis allé chercher, mais où sont parties les voix là, toutes ces voix qui ne sont pas reportées sur les partis et sur nous-mêmes. Bon, elles sont déjà parties dans l'abstention. On a dit une dizaine de pourcents de plus d'abstention. Il y a environ 1000 voix de plus pour le candidat d'hiver droite, qui cette fois arrive en tête, soutenu par toute la droite locale, le candidat d'hiver droite. Hein. C'est un ancien maire d'une ville importante qui s'appelle Saint-Leu, l'ancien maire de Saint-Leu, ancien président du conseil général, qui était parti à la retraite et qui a fait un comeback. Et il est bien parti pour être élu. Il n'a pas un casier judiciaire vierge, hein, c'est à noter. Donc, je crois que c'est le seul des candidats qui n'avait pas un casier vierge. Et puis, il y a eu un gros afflux de voix vers des candidats sans étiquette. Les sans étiquette, l'an dernier, il y en avait 3 qui avaient rassemblé au total 10,6% des suffrages exprimés. Et 5 sans étiquette qui ont rassemblé 31% et quelques des suffrages. Donc presque un tiers des suffrages est allé vers des sans étiquette, ce qui montre un certain rejet des partis finalement. Il y a un ras-le-bol, il y a un dégagisme ambiant. Les gens ont beaucoup voté pour des sans étiquette en se disant au moins ça sera nouveau. Comment on peut expliquer qu'il y a un déclic du coup un peu de ce rejet ou de cette lassitude des partis traditionnels plutôt à La Réunion que la métropole? On a l'impression qu'ils ont le déclic avant nous, en métropole. Disons que oui, de toute façon, si un jour ça doit péter, ça pètera à La Réunion avant la métropole, parce qu'il y a un niveau de pauvreté qui est plus élevé ici, beaucoup plus élevé ici qu'en métropole. Hein. Ici, le taux de pauvreté, c'est-à-dire la quantité de gens en dessous du seuil de pauvreté, est de 40% de la population. 30% de la population, avec un seuil de pauvreté qui est spécial outre-mer, qui est lui-même 30% en dessous du seuil de pauvreté métropolitain. Tu peux nous donner un chiffre, ça va aider les gens à se situer. Je crois qu'il y a 800 € en France, le seuil de pauvreté, mais je suis pas sûr. À La Réunion, il y a 600 et quelques euros. Je sais pas le chiffre précis, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc je rappelle, le seuil de pauvreté, c'est % du revenu médian des ménages. Voilà. Et comme le revenu médian, il est plus faible à La Réunion, on n'a pas pris le même seuil de pauvreté ici qu'en métropole, ce qui fait que pélie la chose, quoi. Quand on dit qu'il y a 40% de pauvres, on trouve que c'est déjà beaucoup, mais si on prenait le même seuil de pauvreté qu'en métropole, peut-être qu'on serait à 60% de pauvres ici à La Réunion. Ok. Est-ce que tu peux rapidement nous réexpliquer pour les gens qui peut-être ne savent pas la différence entre le revenu médian et le revenu moyen? C'est des stats. Hein. La moyenne, c'est qu'on fait la somme des valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour faire les moyennes, la moyenne en maths, en physique, en français, si on veut. On prend la somme des notes et on divise par le nombre de notes. Et la médiane, c'est qu'on prend la médiane, c'est que il y a autant de personnes situées au-dessus de cette médiane que en dessous. 50% de la population se trouve en dessous de la médiane et 50% au-dessus. Ce qui fait encore un contexte économique bien différent. Donc, le seuil de pauvreté, c'est 60% de cette médiane. Donc, on dit qu'on est pauvre à partir de... Enfin, c'est une définition qui en vaut une autre. Hein. C'est la définition de l'INSEE, c'est 60% de la médiane. 60% de la population se trouve en dessous de 60% de la médiane. Alors du coup, ce que tu dis amène ma prochaine question, c'est que pendant cette campagne législative, est-ce que vous avez eu des thèmes abordés à La Réunion qui sont propres à La Réunion, ou peut-être même au département d'Outre-mer, hein, les autres, et qui sont absolument absents du débat en métropole? Et le cas échéant, lesquels sont-ils? Et quel poids avaient-ils dans cette campagne en fait?
Le thème principal de la campagne pour nous, ça a été, enfin, on avait le candidat du Frexit, mais on avait en local le maintien de l'amendement Vira-Poulet. Cet amendement, en fait, c'est un amendement qui permet de ne pas adapter les lois nationales, en fait, comme dans les autres territoires d'outre-mer. C'est-à-dire qu'à La Réunion, on applique la loi française, qu'on a une certaine stabilité législative grâce à ça, ce qui fait que notre île attire plus les investisseurs que les îles, notamment des Antilles, et qu'on a des réseaux routiers, des infrastructures qui sont nettement plus développées. Cette loi, elle a été faite par Monsieur Vira-Poulet, essentiellement pour lutter contre des volontés d'indépendance. En 2003. En 2003. J'avais demandé la date. Bon. C'est pas tout à fait une loi, c'est un amendement à la Constitution française. C'est l'article 73. Un certain droit aux Outre-mer de modifier les lois françaises à leur guise. Et M. Vira-Poulet, en 2003, a dit non, à La Réunion, on rajoute une petite ligne pour dire qu'à La Réunion, on n'a pas le droit. Et dans le cadre de la réforme constitutionnelle en cours, Emmanuel Macron a dit que si les Réunionnais souhaitaient qu'on fasse sauter cet amendement, eh bien, il n'y aurait pas de problème et il sauterait de la Constitution. À La Réunion, aujourd'hui, on a 4 députés sur 6 qui veulent faire sauter cet amendement, qui permettrait de donner les pleins pouvoirs au département et à la région. Parmi ces 4 députés, aucun n'a fait campagne sur ce thème. Donc, c'est quelque chose qui est en train de passer dans le dos des électeurs et qui aura des répercussions économiques, démocratiques aussi, sur la vie à La Réunion, qui sont de mauvais augure. Et notamment, il y avait sur la 7e circonscription, là, il y a des enjeux assez forts et pour l'ouverture ou non d'une carrière, qu'on appelle la carrière de Bois Blanc. En fait, la région a voté un projet de construction de nouvelles routes du littoral. C'est un projet qui date de 2015. Et en fait, c'est une route pharaonique qui est en partie, qui est pratiquement tout le temps sur la mer. Cette route, on n'avait pas prévu suffisamment de galets, de roches, et il se trouve que en cours de travaux, il a été question d'ouvrir des carrières à La Réunion. Les habitants, en fait, s'y opposent. Il y a eu des référendums qui ont été faits. Les opposants à la carrière, à l'ouverture de la carrière, sont arrivés majoritaires. Pour autant, il est décidé d'ouvrir la carrière malgré tout. Donc, en fait, ça se passe sur la 7e circonscription. Et pour nous, il y avait un enjeu assez important, pour les autres candidats aussi, d'aller se prononcer sur l'ouverture de la carrière de Bois Blanc. Donc, la plupart des candidats se sont opposés facialement à l'ouverture de cette carrière, histoire de rafler les voix. Et c'est pas qu'on s'est contenté, on a plutôt ramené le débat sur le fond en disant que si l'amendement Vira-Poulet sautait et était supprimé, alors les lois, il y aurait des adaptations des lois qui seraient faites localement par la région et par le département, et qu'automatiquement, une des premières lois qui serait votée, ça serait une loi pour ouvrir cette carrière. D'avoir voulu ramener les choses vraiment sur le fond, je crois qu'on n'a pas été entendu. Et on est aujourd'hui, donc là j'ai été contactée aujourd'hui pour savoir vers qui on allait voter pour le 2e tour. On dit qu'il fallait déjà que les 2 candidats se prononcent pour ou contre la suppression de l'amendement Vira-Poulet, pour qu'on voit clair en fait dans leur jeu et savoir si demain on commence un peu l'indépendance de La Réunion. On n'est pas encore au niveau de la Corse, mais c'est un peu ça qui dessine. D'accord. Donc c'est vraiment une intégration pure et complète dans la République, là. Presque. Il y avait finalement, avec ce sujet d'amendement Vira-Poulet, il y a un enjeu qui est assez caché, qui concerne en réalité toute La Réunion, et pas seulement la 7e circonscription. Parce que le député de la 7e, s'il se fait élire en ayant dit qu'il voulait le défendre, il aura plus de poids que tous les autres qui n'avaient pas fait campagne là-dessus. Et le sort de La Réunion va se jouer là, en fonction de l'élu, parce que ici, les régions sont grosso modo du même bord politique, c'est tous des amis du président de région. Et donc, si l'amendement Vira-Poulet saute,
ça voudra dire qu'on donne les pleins pouvoirs à la même famille politique. Il y aura plus de contre-pouvoirs possible. Domaines, pas tous les domaines. Il y a des domaines régaliens où l'État français reste le seul maître, mais il y a quand même pas mal de domaines où, par exemple, sur cette carrière, il est question d'un recours au Conseil d'État. Il y aura plus de recours au Conseil d'État si l'amendement saute. Là, effectivement, on n'a pas été entendu. On a même une petite anecdote là-dessus, c'est que on a essayé d'entrer en contact avec les gens du collectif qui veut empêcher l'ouverture de cette carrière. Il y a eu des échanges par chat interposé sur Facebook là et on leur explique ce qu'on vient d'expliquer. Attention, l'amendement qui aurait coulé dans la Constitution, etc. Et on se voit opposer comme première réponse, mais quel rapport avec l'Europe? De haut, quoi, mais quel rapport avec l'Europe? Mais aucun rapport avec l'Europe. Là, on parle de la Constitution française et vraiment. Et là, je me suis dit, mince, on a à ce point-là une étiquette Europe, que quand on leur parle d'un morceau de notre Constitution et que, attention, ça va impacter leur vie de Réunionnais, ils ont eu du mal à comprendre. Il a fallu leur expliquer dans tous les sens et ils ont fini par comprendre. Ils ont conclu que c'était un petit peu trop politique, que leur combat était en dehors de la politique. Voilà. Donc, c'était assez décevant. D'accord, ça va rejoindre un peu les questions que j'avais prévues pour après. Je vais juste revenir sur les thèmes de campagne. En fait, outre l'amendement Vira-Poulet, est-ce qu'il y a eu d'autres sujets qui préoccupaient plus les Réunionnais que d'autres? Je sais pas, le chômage, l'immigration, la pauvreté, l'euro, l'écologie, la sécurité, des choses comme ça. Enfin, des choses qui sont chères à la métropole et peut-être pas forcément intégrées dans la réalité d'un département d'outre-mer. L'insécurité, c'est pas un sujet ici, l'immigration non plus. Ça en serait un à Mayotte, par exemple, mais là, ici, non. Le chômage, c'est le sujet numéro 1 comme en métropole, ça c'est encore plus ici. Certains candidats n'hésitent pas à écrire qu'ils vont favoriser l'obtention d'emplois aidés. C'est pas notre discours, nous, on n'est pas là pour faire des promesses. Il y a eu beaucoup de... Grosso modo, beaucoup de gens croient que c'est sont très très locales, avec seulement des enjeux locaux à régler, et les médias participent à cette croyance fausse. Donc à chaque fois qu'on veut élever le débat en rappelant le rôle d'un député, on sent qu'on ça plaît pas beaucoup. Alors, il y a une chose qui me plaisait bien, c'est quand même quand on interpellait les gens en disant que Fabien Dijoux, député, réclamerait la destitution d'Emmanuel Macron. Alors on disait bien que ça irait pas jusqu'au bout, mais qu'au moins ça aurait le mérite de l'affaiblir. Et qu'il aurait le courage, lui, contrairement à tous les députés de la prétendue opposition, d'entamer des démarches à La Réunion. Macron est détesté, je crois, partout en France, mais alors à La Réunion, il est particulièrement détesté. D'ailleurs, il est arrivé seulement en 3e position à l'élection présidentielle. Je serais curieuse qu'il y ait un petit sondage là, de cote de popularité ici. Ça doit toucher les fonds. D'accord, donc les Réunionnais tombent pas dans le panneau. Est-ce que vous pouvez rappeler, grosso modo, les modalités législatives prévues pour la destitution du président par le biais du Parlement pour les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît? Il s'agit d'appliquer l'article 68 de la Constitution, donc il faut que ça soit initié par un premier député, et après il y a un vote, il faut une majorité qualifiée du Parlement, donc Assemblée plus Sénat, et donc on sait que cette procédure-là n'a aucune chance d'aboutir dans l'état actuel d'équilibre des forces à l'Assemblée, mais il était très intéressant de lancer la procédure, enfin de la proposer, pouvoir rapporter après aux électeurs que malheureusement les élus de l'Assemblée, même ceux de l'opposition, ne veulent pas destituer le président. Je trouve que ça aurait été très marquant. Donc on a mis ce point-là en avant en disant que nous, si on avait un député à l'Assemblée, on aurait proposé d'initier la procédure de destitution du président de la République pour qu'il réponde devant la haute cour égaux en Syrie et pour sa responsabilité avouée dans l'affaire Benalla. D'accord. Donc, ma question suivante, ça sera plutôt sur le déroulement de votre campagne. Lorsque on a annoncé l'organisation de ces législatives partielles, quelle stratégie avez-vous décidé d'adopter? Est-ce que vous êtes plutôt resté sur une stratégie similaire au premier suffrage, au premier scrutin, ou qui avait on va dire une portée plus nationale puisque ça concernait toutes les circonscriptions, ou est-ce que vous avez tout de suite opté pour une approche plus locale? On a rapidement, d'abord on a été pris au dépourvu. C'était pendant les congés des uns et des autres qu'on a appris la destitution du député sortant.
Et on a rapidement su que cette élection allait se jouer en pleine période d'après-rentrée scolaire. Donc, c'est pas une période où les gens ont beaucoup de disponibilité. Bon, ça a été un peu le branle-bas de combat. On a réuni une petite équipe. On a discuté des thématiques entre nous. Il y avait ce sujet très brûlant de l'amendement anti-Rapoulet, pour lequel nous, c'est vrai qu'à l'UPR, on est sensible à toutes les formes de velléité d'indépendantisme. On était sur ce thème-là, et d'emblée, on a convenu qu'on allait le mettre au premier plan. Puis, c'est dit qu'on avait peu de chances de se démarquer, de sortir de l'anonymat si on restait dans nos classiques sans avoir des choses un petit peu incisives. C'est-à-dire, si on parle du fait qu'on va favoriser la formation des jeunes, qu'on va essayer de réaugmenter les petites retraites, etc. Ce sont des choses importantes. On s'est dit qu'on n'allait pas du tout se démarquer des autres et il fallait qu'on se démarque. Alors, on n'y a pas réussi, vu notre score, mais on a essayé. Et alors, Pardon, excuse-moi. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas réussi parce que les gens n'étaient pas d'accord, ou plutôt parce que les gens n'y croyaient pas, en fait, à cette possibilité? Bon, je continue de répondre. Là, en fait, je vais répondre autrement. Cette élection est très marquée de politique particulier. En fait, ce qui a commencé à se jouer sous nos yeux, c'est la municipale de 2020. Avec la mairie de Saint-Leu d'un côté, la mairie de Saint-Paul de l'autre, il y a eu politicailleries locales qui ont fait que les choses ont été assez verrouillées. D'autant plus que le nombre de votants est très faible, donc du coup, c'est assez verrouillé. Alors pourquoi? Dans chaque commune, il y a un grand nombre d'employés communaux qui participent directement aux élections. Ici, c'est très fréquent. Disons que ça se fait pendant leur temps de travail aux employés communaux pour aller coller, pour aller faire circuler des véhicules sonaux avec les affiches du candidat, etc. Tout ça, donc nous, on n'a pas ces moyens-là. Donc d'ailleurs, l'abstention est d'autant. On a le chiffre de l'abstention, mais si on enlevait en plus les employés communaux qui, eux, sont un petit peu obligés de voter, ça serait encore plus fort, l'abstention. C'est-à-dire, il y a une véritable culture du député-maire à La Réunion, et du coup, en fait, il y a un télescopage entre les municipales et les législatives, un petit peu, sur les grosses... Ça n'existe plus, député-maire, mais... Mais oui. Mais en gros, c'est ça. Si tu veux, à Saint-Leu, le député sortant, destitué, avant d'être député, était maire de Saint-Leu. Alors, il était député-maire de Saint-Leu, donc il a quitté son fauteuil de maire, et il s'est fait destituer. Il a confié son successeur pour le remplacer comme député, il l'a désigné, c'est son frère. Donc, voilà, le contexte, c'est que député maire sortant. Voilà, et puis il a présenté son frère en disant que voilà, si son frère gagnait, c'était sa propre victoire à lui, et si son frère perdait, c'est sa propre. Donc vraiment, il a mis un personnage de substitution, une image, et il a rejoué en fait son siège. C'est assez grotesque, mais il est quand même en deuxième position pour autant. Voilà. Et puis, il y a eu un candidat, donc ancien maire de Saint-Leu, donc je disais, qui lui représente divers droites. Il est appuyé par toute la droite locale, notamment par une des grosses villes de la circonscription, qui est la ville de Saint-Paul. Et donc, dans la ville de Saint-Paul, il y a un sans-étiquette tout jeune, qui a 26 ans, qui a fait un score énorme. Il se dit ici localement qu'il a été fortement appuyé par les moyens de la ville de Saint-Paul, parce qu'il fait comme ça faisait barrage à celui de Saint-Leu, et donc c'était une façon de d'écarter le parti, le LPA, de la future municipale de 2020. Voilà. Le LPA, c'est le principal opposant à LR ici à La Réunion, grosso modo à la région et au département. Bon, il y a aussi le PLR, mais bon, dans les médias, c'est le LPA. Je reviens sur le contexte local. On a donc, je disais, 5 sans-étiquettes présentées qui ont réuni 31% des suffrages à eux 5. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir que a fait un gros score dans leur ville d'origine. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage local très fort. Il y a par exemple le sans-étiquette qui est arrivé en 3e position, qui a réussi à faire 35% dans sa ville, qui est la ville de Trois-Bassins, mais il a fait 4 fois moins dans la ville où il fait le score le plus bas.
Il y a un autre candidat qui a fait 14% dans sa ville et qui a fait 0,5% dans la ville où il fait le plus bas score. Un autre candidat qui fait 15% dans sa ville et qui fait à peine 2% dans la ville la plus basse. Et puis surtout, la caricature, il y a un candidat qui fait 15% à l'Étang-Salé, c'est sa ville, et qui fait 44 fois moins dans la ville où il fait son score le plus bas. Donc il y a vraiment un ancrage local des candidats. Donc à Saint-Leu, il y avait l'ancien maire de Saint-Leu, à Saint-Paul, il y a celui qui vient de Saint-Paul, etc. Pas de chance, notre candidat, il pouvait pas venir de la circonscription. Enfin, celui qui a bien voulu y aller, c'est Fabien Dijoux, et lui, il venait de l'Est, donc il venait de la 5e circonscription. Dans la 5e, il avait l'an dernier un ancrage local, hein, la famille plus les amis de la famille, et ça fait vite un nombre de voix qui compte beaucoup. Et bien là, on n'a pas bénéficié de ça. Ça nous a pas aidé parce qu'il n'avait pas de famille ici, Fabien, ou très peu. Et grosso modo, notre réseau d'adhérents et de sympathisants, et puis c'est à peu près tout. À La Réunion, les personnes votent par famille, traditionnellement. Alors ça se perd un peu, mais avant, c'était le père vote pour tel candidat, et donc les petits-enfants, les cousins, les machins, enfin toute la smala vote pour le même candidat. Un chef de famille pouvait rapporter 30 voix, quoi, grosso modo. D'accord, il y a une tradition politique familiale très forte, en fait, beaucoup plus forte qu'en métropole. Okay. Moi, je ne connaissais pas ça avant. Oui, moi, j'avais jamais vu ça non plus. J'en ai déjà vu en métropole, mais c'est vrai que beaucoup moins, visiblement, que ce que vous décrivez à La Réunion. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quel est votre nombre d'adhérents à La Réunion et le nombre de militants que vous avez sur le terrain ou des choses comme ça? Toujours pour cette campagne, vous avez bénéficié de bras, de capacités humaines? On est autour de 350 adhérents. Je n'ai pas les chiffres à jour très précisément, parce qu'entre ceux qui n'ont pas encore renouvelé, on fait quelques nouvelles adhésions aussi. Enfin, voilà, c'est autour des 350, 380. Il y a du flottement, là-dedans. Pas très nombreux sur le terrain. Alors, s'il y a des Réunionnais qui écoutent, on aimerait les voir un tout petit peu plus souvent. C'est sympa quand on va tracter, quand on va afficher. C'est pas des mauvais moments. Et je sais qu'en métropole, c'est pareil. Hein, on souffre de l'absence sur le terrain. Là, cette fois-ci, on avait quand même pu faire une jolie petite équipe autour de Fabien. On était une petite quinzaine de personnes autour de lui au début. Et puis comme certains d'entre eux avaient déjà prévu les billets d'avion depuis de longue date pour partir en vacances, on s'est retrouvés à une dizaine. Et puis quand il a vraiment fallu être sur le terrain, on va dire les 10 derniers jours, on s'est retrouvés grosso modo 7 personnes, mais 7 personnes pour tracter sur 3 marchés en même temps, enfin, sur une zone, une superficie, enfin une circonscription qui est assez étalée. Donc on était vraiment, mais vraiment pas assez, c'était pas très jouable. Enfin, moi, il me semble que si on était vraiment plus présent sur le terrain, je pense que les 3%, on pouvait les faire. On a vraiment manqué de personnes de visibilité. Ici, c'est d'aller vraiment frapper aux portes des maisons où on n'a pas pu le faire. Hein. On est resté sur les marchés. C'est bien moins efficace. On voit passer beaucoup de monde, mais il y a tous nos concurrents qui sont là aussi, qui distribuent les tracts. Les gens se lassent. Et voilà. Et du coup, est-ce que ce manque un peu de bras et de gens qui sont là pour faire du militantisme, est-ce que c'était votre plus grande difficulté ou est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés dans cette campagne législative partielle? Je ne sais pas si Alex est d'accord ou pas, mais pour moi, c'est la plus grande. Toi, t'en penses quoi, toi aussi? On a eu des petits soucis avec l'imprimeur, on a eu des petits soucis avec les médias presse. Ah oui. Parce on s'est un petit peu épuisé à rédiger des communiqués qui s'avéraient difficiles de faire publier. Il y a une certaine liberté médiatique ici par rapport à la métropole pour ce qui est de l'audiovisuel, mais pour la presse écrite, c'est très verrouillé. Et comme l'audiovisuel reprend ce qui sort dans la presse écrite, il faut passer par la presse écrite. C'est pareil en métropole d'ailleurs, là-dessus. Donc voilà, difficulté avec les médias presse écrite à être publiés. Eu un super cadeau le dernier jour de campagne, enfin le vendredi. Sophie, tu peux en parler. On a eu un petit article, enfin il y avait une double page dans le journal, une double page politique qui présentait les 13 candidats.
et surtout le duel pressenti, encadré pour chacun des candidats. Il y avait la photo de Fabien, tout ça c'est pas mal, sauf que la première phrase c'était ils ne font pas campagne pour le Frexit. Et puis ça continuait sur le candidat du Rassemblement national et Fabien Dijoux, deux nationalistes qui s'affrontent en fait. Ouais, donc déjà ça fait... Nous on l'a vu en métropole ça, parce que mais bon après on a les réseaux, mais c'est vrai qu'on l'a vu ça, cet article. Donc ça c'est pas chose, mais ce qui m'a énormément déplu, parce qu'on est habitué à être assimilé nationaliste et puis assimilé au Rassemblement national, on va dire que ce sont des attaques assez éculées. Par contre, présenter les candidats, présenter Fabien Dijoux comme un candidat qui est là, qui est présent, mais qui ne fait surtout pas campagne pour le Frexit. Donc, je pense que toutes les personnes qui n'étaient pas très motivées pour aller voter, qui ont pu lire cet article, seraient bien allées voter pour quelqu'un qui veut le Frexit, ils sont restés chez eux. La phrase était vraiment cinglante et assez assassine. Donc on a réclamé un droit de réponse. Tu as fait un droit de réponse, hein, j'ai lu ton droit de réponse d'ailleurs, mais il a été publié ou c'est passé quoi en fait, après ton droit de réponse? Il y a eu un article, c'est pas notre droit de réponse qui a été publié, c'est un article qui corrige et qui est pas si mal que ça. Voilà, mais trop tard. Il est pas si mal. Voilà, ils sont revenus, ils ont rappelé que nous récusions toute proximité avec le Front National. Nous n'étions ni xénophobes ni racistes, voilà. Et qu'on faisait campagne pour le Frexit. Voilà. Mais bon. Ils se sont excusés d'avoir osé dire que nous n'avions pas fait du tout campagne sur le Frexit. Voilà. Parce que là, c'était un peu gros. C'était le slogan sur l'affiche, c'est le candidat du Frexit. La profession de foi, c'est un député du Frexit à l'Assemblée. Voilà ce que ça ferait, etc. Donc bon, voilà, là c'est vraiment du journalisme niveau 0 là qu'on a eu. Et... Oui, mais alors sous prétexte de je me suis trompé, excusez-moi, ils ont quand même fait passer un message dévastateur. Donc il n'y a pas d'excuse. Oui, il l'avait peut-être prévu en fait. Hein. Il savait très bien qu'ils allaient devoir s'amender, mais alors du coup, votre temps de parole dans les médias, enfin, à quels médias avez-vous vraiment pu avoir accès pour faire votre campagne? Quel type de support médiatique? Plutôt radio, plutôt télé? Visiblement, la presse écrite, c'était pas le mieux pour vous. Après, on a eu un temps de parole a priori égalitaire avec tous les candidats. Tous les candidats ont eu le même temps de parole sur les médias radio et télévision. Donc ça a consisté en quoi? À la radio, un petit reportage d'1 minute 30 issu d'un enregistrement de 5 minutes dans lequel ils ont fait des coupes, etc. Et puis ça servait juste à présenter le candidat. TL, sur Réunion Première Radio, il y a eu un débat entre 4 candidats. Donc il y a eu un tirage au sort et puis donc 2 débats à 4 et un débat à 5. Il y a eu sur toujours Réunion Première un petit reportage de 2 minutes sur le terrain. Reportage télévision cette fois, voilà. Pour finir sur la radio, il y a eu un autre débat sur Radio Freedom. Alors Radio Freedom ici, c'est 37% de part d'audience, donc c'est énorme. C'est une radio où il y a une libre antenne très très forte, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments dans la journée où les auditeurs appellent pour différents sujets, un petit peu de politique, mais aussi un petit peu de chat perdu, un petit peu d'objets à vendre, enfin il y a un peu de tout. Donc très très prisé des Réunionnais cette radio, mais sur Radio Freedom c'est tout ce qu'il y a eu. Et puis pour finir, il y a la télévision Antenne Réunion qui a fait une invitation au JT, donc soit au JT du midi pour les candidats les moins connus on va dire, soit au JT du soir pour les candidats les plus connus. Et c'était une petite interview de 5-7 minutes à peu près. D'accord, c'est pas la cause de l'échec en fait, c'est pas la cause principale de l'échec en fait. Enfin, oui, enfin, voilà. On aurait pu avoir on aurait pu mieux les réussir, c'est pas ça le média, voilà ce qu'on peut dire. Mais bon, on n'est pas assez professionnel dans cette approche, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille avec les futurs candidats. Et alors du coup, ça va m'amener sur ma prochaine question, comment tu rebondis, c'est lorsque vous êtes en campagne pour un vrai scrutin, une échéance électorale, est-ce que vous adoptez des stratégies différentes que lorsque vous êtes hors campagne, simplement pour faire connaître l'UPR et ses idées? Ou est-ce que vous êtes plus ou moins sur la même ligne et vous avez la même approche avec les gens que vous allez tracter au marché ou que sais-je encore?
On fait quelques opérations de tractage occasionnelles et ça s'intensifie en période de campagne. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Il y a eu aussi, on a fait beaucoup plus de communiqués. On a rédigé 5 communiqués de presse sur nos axes de campagne, un premier, sur la carrière de Bois Blanc et l'amendement Virapoulet. On en a fait un au moment de la démission de Nicolas Hulot pour expliquer qu'il n'y avait pas d'écologie possible sans Frexit. Donc on s'est bien inspiré de ce qui avait été fait au niveau national. Et puis le dernier, je ne sais plus. Voilà. On a fait un sur la fin de l'euro parce qu'on voulait quand même marquer des messages. En fait, on l'a pas dit en préambule, mais cette élection législative partielle pour nous, c'était une préparation des européennes. On a voulu que les gens mémorisent le mot Frexit, qui ici n'est pas aussi connu qu'en métropole. Hein. Le mot Frexit, là maintenant, je pense que c'est bon. Les gens l'ont vu partout. Mais au 1er mai, les journalistes me disaient c'est quoi? C'est le Frexit, donc Frexit comme Brexit. C'était pas évident du tout en fait. Hein. Voilà. Mais ça y est, ça rentre. Et on a fait aussi un communiqué important qui a été repris sur la fin de l'euro. En fait, c'est un résumé de tout ce qu'a pu écrire Vincent Brousseau notamment. D'ailleurs, on l'a fait relire par Vincent Brousseau, qui nous a fait quelques petits correctifs. On a voulu faire un résumé assez accessible. Non, parce que ici, l'idée de sortir de l'Europe, c'est une chose où il faut encore qu'on gagne du terrain. Par contre, sortir de l'euro, les Réunionnais détestent l'euro. Ils ont vraiment l'impression que ça les a ruinés. D'ailleurs, on va y réfléchir localement. Je pense qu'aux européennes l'an prochain, on parlera beaucoup plus que de sortir de l'Europe. Ça semble bien, parce qu'en fait, le prochain thème de question que j'ai pour vous, c'est plutôt vraiment l'UPR à La Réunion. Comment vous êtes au quotidien au front pour le Frexit? Et j'ai envie de rajouter une petite question qui n'était pas prévue, mais par rapport aux gens, comme on a dit que visiblement, vous gagnez du terrain et que ça fait son chemin, le Frexit. Est-ce que vous touchez plus facilement des jeunes, des personnes plus âgées, des gens en âge mûr, on va dire, certaines franges de la population, socialement identifiées, que vous touchez plus que d'autres? Est-ce que vous arrivez à faire une sociologie un peu de là où vous gagnez du terrain? On est en train de se regarder. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une sociologie typique. Il y a des jeunes, des personnes âgées, des gens qui travaillent. En fait, c'est écouter et ceux qui ne veulent rien entendre. C'est plutôt ça. C'est un peu, oui, c'est un peu tout. Comme dans les autres outre-mer, ici, plus qu'en métropole, on fait vraiment croire qu'on ne serait rien sans l'Union européenne, parce qu'on nous fait croire que tout se fait grâce aux fonds européens. Bon, je ne vais pas réexpliquer ici l'origine des fonds européens et quelle arnaque c'est, mais ici, c'est omniprésent. Hein. Des panneaux qui disent ici l'Europe s'engage, on en voit partout pour le moindre chantier. Donc du coup, c'est le premier barrage qu'on a, c'est de réexpliquer ça. Alors ça commence à se savoir, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels radio sur ce sujet. Donc maintenant les gens le savent, mais restent persuadés que si c'était la France qui avait davantage d'argent, elle nous en donnerait moins que ce que donnerait l'Europe aujourd'hui. Et encore ce barrage-là, on a beau dire, mais pourquoi la France en donnerait moins? Et comment elle faisait avant qu'il y ait l'Europe? Comment se sont construits tous les lycées, tous les collèges, toutes les routes jusqu'ici? C'était bien l'État français. Et donc ça, c'est le barrage qui va intervenir. Ça m'évoque une question que j'avais prévue pour un peu plus tard, mais c'est-à-dire que si on exclut à peu près les métropolitains dont on avait parlé, Sophie, tu disais qu'il y avait beaucoup de métropolitains qui venaient s'installer à La Réunion pour diverses raisons. Est-ce que les Réunionnais, les vrais locaux, ils ont le sentiment d'appartenir à l'Europe, ils ont le sentiment de dépendre de l'Europe? Comment ça se passe, leur perception en fait de cette appartenance à l'Union européenne, à tous ces gens? Une dépendance? Alors, je suis un peu embêtée je crois que les vrais locaux ici, c'est les oreilles. Donc, ce sont les métropolitains qui viennent s'installer ici. Au bout de quelques années, ils deviennent des oreilles. Les Malbars, les Chinois, les Arabes. Enfin, voilà, tout ça n'a aucune connotation péjorative. Zarab, ça s'écrit avec un Z, hein. Un Voilà. Zarab, on dit. Et un Zarab, c'est quelqu'un qui est d'origine indienne, en fait. Mais qui est musulman. Et qui est musulman, voilà. Donc, en fait, bon, de tout ça, il y a vraiment un brassage des origines qui font la population réunionnaise. Donc, et la population d'origine, finalement, elle est, je sais pas, l'île n'était pas habitée il y a 400 ans, si je dis pas de bêtises. Donc,
Donc finalement, c'est une population très, très jeune et qui est vraiment faite de ce qui est en place ici. Hein. Donc on ne peut pas trop... je sais pas comment dire, mais on ne peut pas vraiment détacher une population d'origine par rapport à une population de métro qui viennent. D'accord, donc c'est encore plus complexe que je ne l'avais anticipé. Et du coup, alors, au-delà de l'appartenance ethnique à l'Union européenne, mais il y a vraiment un sentiment d'appartenance administrative ou culturelle ou même étatique? Non, il y a un sentiment d'appartenance à la France. La majorité des Réunionnais, il y a très peu d'indépendantisme ici. La France, c'est vraiment la nation. J'ai envie de dire, il y a le culte de la nation, comme on a pu le perdre peut-être parfois dans les grandes villes métropolitaines, en tout cas. Attends, déjà, je veux revenir sur le propos. Ici, le sentiment européen est moins développé qu'en métropole. Il n'y a pas du tout d'effet Erasmus avec les jeunes, par exemple, ici. Il n'y a pas le brassage des jeunes qui vont étudier dans le pays voisin. Non, c'est pas comme ça ici. Par contre, il y a un sentiment de dépendance à l'Europe très fort à cause de cette histoire de fonds européens. Président de région qui a déclaré il y a une semaine sans l'Europe, la Réunion n'a pas d'avenir. C'est une phrase qui m'a choqué. Oui, mais voilà. Ça, c'est les médias et les politiques qui disent ça, parce qu'en fait, la population n'est pas du tout, ne se sent pas concernée par ce qui se passe en Union européenne. Là, Alex m'a retrouvé les chiffres là en fait sur les participations pour les élections européennes, en fait, pour vous montrer à quel point ils s'en détachent maintenant les Réunionnais. On était en 2009 à 33% de participation et en 2014 à 20% en fait pour les européennes. Alors que pour le référendum de 2005, quand il a été question de se positionner sur le sujet de la Constitution européenne, ben là, les Réunionnais s'étaient déplacés à 54%. Donc, je ne les crois pas du tout attachés à l'Union européenne, mais par contre très attachés à l'État français. D'accord. Donc, alors, ils se sont déplacés à 54%, j'ai fini, et ils ont voté non à 60%, c'est-à-dire encore plus qu'en métropole. D'accord, donc c'est pas une lassitude, c'est un véritable désintérêt pour l'Europe, en fait. Ils n'en veulent pas. Et donc, du coup, il y a un vrai terreau pour progresser. Tout à fait. Mais en même temps, il y a effectivement le président de région là, qui martèle sans cesse que la Réunion n'est rien sans l'Union européenne. Le travail inverse, parce qu'il a beaucoup à rattraper, on va dire, mais il a les moyens pour le faire. Donc, c'est le mensuel de la région avec 8 pages en couleur qui montre que tel projet n'a été possible que grâce à l'Union européenne. Et puis, 2 mois après, c'est un autre. Il y a un vrai matraquage et un vrai lavage de cerveau qui est en train de s'opérer. Là, ça accélère je trouve que depuis 3 ans, la région communique énormément sur les bienfaits de l'Union européenne. Ouais. Et puis, il y a énormément de petits commerçants qui se font refaire leur boutique, donc qui ont le drapeau européen affiché. Donc, ils sont tous contents de l'Europe. Ah, d'accord, la fameuse stratégie du drapeau européen pour cacher des sous français, en fait. Donc, on va dire que non négligeable de la population a quand même a bénéficié de fonds européens, et donc se dit que finalement, autant prendre ce qui est à prendre. Et on a beau expliquer que cet argent-là, on en aurait plus en sortant de l'Union européenne. Ça passe pas encore. Bon, voilà. Je pense que le boulanger ne se faisait pas refaire sa boulangerie avec l'État français, alors qu'avec l'Europe, il se la fait refaire. Est-ce que vous avez l'impression que localement, il existe quand même certains partis, comme vous avez dit, il y a énormément de partis locaux qui n'ont rien à voir avec l'échiquier politique national. Est-ce qu'il y a des partis qui se rapprochent un petit peu des lignes de l'UPR à ce niveau-là et avec lesquels vous pourriez peut-être même envisager des alliances à un niveau local ou des choses comme ça? Il n'y a pas d'équivalent. Il y a, comme partout, je pense, une petite antenne, les Patriotes maintenant, qui donc parlent... Mais on sait qu'ils existent à La Réunion. C'est tout, il n'y a pas de... D'accord, ouais. Et qu'en est-il des Patriotes et de Philippot? Est-ce que certains de vos militants, sympathisants vous disent qu'il faudrait peut-être s'allier avec eux ou je ne sais pas quoi, faire des alliances à droite c'est plutôt très mal perçu. Hein. Il y a les petites tentatives de Philippot dans les médias pour dire qu'il va rencontrer François Asselineau, etc. Les gens grincent des dents. Ça, Philippot, fallait qu'il se bouge avant.
Maintenant, c'est trop tard. Son image est salie et la plupart des militants, en fait, là, même des adhérents, considèrent que la personne n'est pas assez propre pour venir à l'UPR. Ça ne serait pas honnête. Enfin, disons que, pour en avoir discuté avec plusieurs adhérents, les adhérents UPR de La Réunion pensent qu'il y aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner parce qu'il y aurait l'étiquette extrême droite qui se rapprocherait de nous et ça nous desservirait. Ils refusent la connotation, en fait. Plus ici encore qu'en métropole, je ne sais pas. L'extrême droite, ici, ne fait pas recette. Hormis Marine Le Pen, dans un contexte particulier à la présidentielle, ici, c'est des petits scores. D'accord, donc en fait, finalement, vous êtes vraiment seul dans l'échiquier politique au niveau de La Réunion à avoir la ligne que nous avons, en fait, à l'UPR. Encore une fois, je pense que s'il y a Philippot aux européennes, il y aura un autre candidat qui va parler du mot Frexit. Je pense qu'on est plus nombreux qu'eux quand même. Et du coup, sorti de la politique, est-ce que vous avez localement des contacts avec des structures associatives qui pourraient avoir des objets, donc dans le sens objet d'association de loi 1901, qui recoupent un peu les objectifs de l'UPR? Je sais pas, je pense à des circuits courts ou des choses comme ça, une espèce de tissu social que vous auriez créé avec des liens et des choses comme ça. Je fais partie de plusieurs associations. Mais parler politique, c'est très difficile, ça passe pas du tout, même si c'est pour informer simplement. Les gens se raidissent assez vite et quand bien même dans la situation où je suis, donc qui privilégie en fait les circuits courts pour l'alimentation, il y a au moins un autre adhérent de l'UPR et qui, via les réseaux sociaux, m'a dit non mais Sophie, là-bas on parle pas politique. Mais on parle société. Il y a des choses qui sont importantes à dire et il faut ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'on fait du circuit court que la vie va très bien par ailleurs. Et en fait, non, c'est pas possible. Et il y a d'autres associations où les gens sont plutôt branchés France Insoumise. Et alors là, c'est pire encore. Parce que soit ils restent sur l'idée d'une autre Europe, mais en fait, c'est le plan B. La vérité, ça reste encore, ils en sont encore là à ce que Mélenchon veut sortir de l'Union européenne, mais il peut pas le dire. On a tendance un peu à se friter, donc c'est pas bon. Et puis pourtant, c'est des personnes qui auraient tout à fait intérêt à faire parce que leur combat est assez proche du nôtre. Et puis que, oui, certains arrivent à l'avouer, mais même s'ils nous l'avouent, ils retournent mettre le bulletin pour la France Insoumise automatiquement. C'est quoi? C'est le problème du vote utile qui les touche beaucoup ou ça serait une autre explication qu'on pourrait mettre derrière ce choix? C'est plutôt la question de la remise en question d'eux-mêmes. J'ai toujours pensé comme ça, j'étais sûre que j'étais avec le bon cheval de bataille. Et ça va pas être facile dans leur tête de changer, de dire non, je me suis trompée. Finalement, François Asselineau, c'est pas mal. Il a un programme qui est bien. Ils sont pas du tout. Ils ne croient pas dans l'idée de se réunir tous vers François Asselineau, par exemple, pour aller libérer la France. Non, ça c'est pas possible. Par contre, le faire derrière leur candidat, oui, c'est possible. Ancrés, ils sont viscéralement attachés à leur conviction politique, mais c'est plutôt quelque chose, à mon avis, de l'ordre de l'émotionnel, ou je sais pas, c'est pas très rationnel. Voilà. Et donc, si je veux résumer, beaucoup de personnes dont parle Sophie voudraient libérer la France, mais qu'en même temps qu'elle se libère, elle soit tout de suite de gauche. Alors qu'à l'UPR, on dit libérons-la et après on décidera. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est un petit peu, il y a des barrières à franchir. Et puis on a la barrière de l'autre Europe, une Europe meilleure, etc. Ça c'est dans les esprits, que je pense pas partout, en métropole aussi, que les gens. Il y a un consensus quasi général. Je pense qu'il y a 80% des Français qui trouvent l'Union européenne plutôt néfaste. Mais on doit pouvoir l'améliorer, on doit pouvoir la rendre meilleure, etc. Enfin, il faut qu'elle soit plus comme ci, plus comme ça. Donc ça, c'est vraiment un combat qu'on a entamé partout, mais les idées c'est dur. Et ça commence à bouger. Moi, je vois dans les médias, j'appelle régulièrement RTL et je sens que les journalistes à l'antenne maintenant répondent à certains auditeurs. Là, pas plus tard que ce matin, il y a eu oui, mais il faudrait des parlementaires qui nous représentent mieux, etc. Et puis il y a le chroniqueur à l'antenne qui dit oui, mais vous savez
on vous a déjà expliqué, un autre éditeur vous a déjà expliqué que c'est surtout la commission qui a du pouvoir, etc. Donc il faisait référence à un de mes appels. Et puis un peu plus tard, avec un autre auditeur, pareil, il y a un qui commençait à parler de modifier l'Europe, et le chroniqueur lui dit oui, mais vous savez que c'est pas forcément facile avec l'unanimité des 28. Ouais, ça sort de la bouche des chroniqueurs, hein, ce que je viens de dire là. Donc il y a des progrès, parce que si on commence il y a comme ça qui commence à reprendre certains auditeurs qui appellent, bon, ça aura un peu de poids à force, j'espère. Mais ceci dit, ça c'est quelque chose qui peut se passer à La Réunion, mais qui n'est pas prêt de se passer en métropole, parce qu'il n'y a pas le même accès à l'antenne en métropole. Donc finalement, vous avez quand même un terrain favorable. Enfin, terrain favorable, je me comprends quand je dis ça, mais vous avez quand même des leviers qu'il n'y a pas forcément en métropole. Oui, notre mauvais score, il y a quand même un terrain favorable. Ça, c'est... On a à la fois un terrain favorable, on peut s'exprimer à la radio, il suffit d'appeler les matins et on nous laisse parler, donc c'est quand même pas mal. Et on nous fait plutôt bon accueil en plus. Voilà, et puis même sur Freedom, on peut appeler plus souvent et appeler la journée. Mais par contre, on a quand même un monde politique qui est très ficelé et qui est très difficile à pénétrer en fait. Mais là, le véritable obstacle à La Réunion, c'est les jeux de pouvoir en fait. Et alors, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous annihilez ma prochaine question, mais je veux dire, on a parlé de l'amendement Virapoulet, qui est quand même spécifique à La Réunion, mais est-ce qu'il y a des convergences d'intérêt entre La Réunion et d'autres DROM, hein, d'autres dom-tom, comme la Martinique, la Guyane, etc. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres sections UPR de ces départements d'outre-mer? Des contacts occasionnels. Il y a eu des partages de faits d'ailleurs sur de différents sujets au moment du programme, au moment de la réflexion sur le programme présidentiel et législatif. On a un petit peu balayé chacun de nos sujets puis on les a confrontés. Moi, je pense à un autre sujet, par exemple, qui concerne que La Réunion, c'est ce qu'on appelle l'octroi de mer. L'octroi de mer, à l'origine, c'est une taxe qui est appliquée à tous les produits qu'on importe à La Réunion, par exemple, restons sur La Réunion, et qui font concurrence à des productions locales. Par exemple, à l'origine, portateur de sucre, alors qu'ici on fait du sucre, on allait lui taxer très fort son sucre. Par contre, un importateur de voitures, de véhicules automobiles, étant donné qu'on n'en fabrique pas à La Réunion, on ne va pas lui appliquer l'octroi de mer. L'octroi de mer sur une automobile, c'est de l'ordre de 30%. Hein, c'est assez violent comme taxe. C'est un taux qui est variable en fonction des produits. Bon, en fait, l'Union européenne a complètement dévoyé ça en exigeant, c'est la libre concurrence, toujours pareil, en exigeant que les productions locales soient taxées du même octroi de mer que les choses importées. Donc du coup, ça pénalise l'économie ici. Au lieu de favoriser l'économie locale et de favoriser l'emploi en local, du coup, on se retrouve livré à la pleine concurrence, avec en plus cette taxe-là qui est du coup très mal perçue, parce que les Réunionnais qui produisent, qui ne connaissent pas l'historique de cette taxe-là, la jugent très négative. Bon, à nous de leur expliquer que c'est l'Union européenne qui a détérioré ça, ici à La Réunion, comme ailleurs aux Antilles, par exemple, ils ont le même problème. Donc voilà un point de convergence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point de convergence? Un fort taux d'emploi dans la fonction publique, ça c'est un point commun qu'on a dans les Outre-mer. Donc nous défendons les services publics, c'est plutôt bien vu ça. Oui, ça leur parle. Ça leur parle, voilà, c'est vraiment ici tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui bosse, je sais pas moi, à la caisse d'allocation ou à la poste ou à la mairie. Alors là, les mairies sont très étoffées. Hein. Il y a énormément d'emplois aidés qui ont été dispensés. C'est pas des emplois de fonctionnaires, hein. Là je change de registre, mais c'est des emplois quand même subventionnés par l'État. Ça aussi, c'est un point commun à beaucoup de DOM, je crois. Du coup, il y a une petite question vraiment de moi, là, donc elle n'était pas prévue, mais par rapport à la France métropolitaine, on voit énormément d'administrations de proximité disparaître, comme les bureaux de poste, ou même les services en mairie, les états civils, des choses comme ça. Est-ce que en Réunion, il y a un vrai maintien de la fonction publique par rapport à la métropole? Les petites antennes sont en train de fermer ici aussi, donc je pense que ça va faire réagir très, très rapidement. Ah, ils sont très attachés à leur service public de proximité, les Réunionnais? Absolument. Ouais. Déjà, ils ont énormément de mal avec les formalités sur Internet, c'est une chose. Et puis, les couvertures le réseau n'est pas toujours bon partout. Le réseau Internet. Il y a beaucoup d'illettrisme. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir un fonctionnaire pour leur remplir leurs papiers.
Tout ça fait qu'il y a une nécessité des antennes locales, que ce soit pour les impôts, pour la CSG, pour les allocs, tout ça en fait. La CSG, c'est l'URSSAF ici. Et en fait, ils sont en train de fermer les antennes dans les communes les plus entêtées notamment. Du coup, ça commence à grogner et je pense que soit ils vont freiner les fermetures, soit une petite étincelle pour retrouver un peu tout le monde dans la rue. Il y a le secteur hospitalier qui est très touché à La Réunion, qui manque beaucoup d'argent. Il y a un hôpital de proximité qui va fermer là, dans la ville de Saint-Louis. Parce que ça a beau être une île petite, aller d'un point à l'autre n'est pas toujours simple. Donc la notion de proximité est importante. Hein. Endroits, il y a des lieux très très éloignés des centres urbains, de points intermédiaires. Il y a beaucoup de mairies annexes, par exemple, ici. Les mairies sont d'ailleurs très décentralisées, hein, parce qu'il y a beaucoup de quartiers, etc. Donc beaucoup de postes annexes. Mais tout ça est en train de s'effriter. Hein. Moi, je pense surtout le secteur hospitalier est vraiment en grogne, parce qu'il manque de moyens. Est-ce que vous avez l'impression quand même, enfin, je sais pas, hein, vous allez me le dire, mais que tout ce qui arrive en France arrive un petit peu plus tard à La Réunion, en fait? Est-ce que c'est l'éloignement qui la protège un peu et que du coup, l'espèce de déliquescence des services publics que l'on voit en France arrive toujours un petit peu en retard ou a posteriori à La Réunion? Les modes arrivent en retard. Les modes. Les derniers cris technologiques arrivent en retard. Tout ce qui est service à la personne n'est pas encore complètement... ils ne peuvent pas supprimer à La Réunion le service à la personne. Dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, il y a un accompagnement qui est souhaité, notamment par rapport à la question de l'illettrisme. Il y a des choses, par exemple, qu'on ne voit plus depuis longtemps en métropole, c'est une agence Air France, qu'on puisse aller en ville acheter un billet d'avion. À La Réunion, ça existe encore. Je ne sais pas combien de temps, mais ça existe encore et ça existe pour chaque compagnie aérienne. Et Sophie, tu parlais d'illettrisme. La raison première de l'illettrisme, c'est quoi? C'est un recul de l'éducation nationale ou c'est plutôt parce que nous sommes face à une agrégation de populations qui n'ont pas forcément le français en langue première? C'est plutôt ça. La langue maternelle, c'est le créole. Du coup, à la maison, on parle créole, à l'école, on parle français. Et puis, a priori, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais a priori, dans le cerveau, ça ne fait pas des bons mélanges. Et ça fait que si les enfants ne sont pas assez accompagnés, ils sont vite en échec scolaire quand même. Oui, ils ont des milieux naturels qui sont complètement différents des milieux institutionnels et ils tombent vite en échec. Ouais. Parce qu'il y a un manque d'accompagnement important. Hein, Est-ce que ça serait pas lié avec le fait qu'on essaie trop de calquer un modèle métropolitain sur la réalité de La Réunion qui devrait demander peut-être certaines adaptations pour le local? Sauter l'amendement Viracoulet, toi. Hein. Non, mais attendez, je me fais l'avocat du diable. Hein. Non, mais oui. Il y a effectivement un calage très métropolitain ici. Par exemple, sur le rythme annuel scolaire, la logique ici, étant donné qu'on est en saison inversée par rapport à la métropole, la logique en vacances, ce soit en janvier, février, que en juillet, août, on n'ait que 2 semaines de vacances. Ça serait la logique. C'est à peu près ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais non, on n'a pas appliqué cette logique-là. Ici, on a dit, comme la plupart des profs, beaucoup de profs viennent de métropole et qui veulent pouvoir rentrer au mois de juillet dans leur famille en métropole, du coup, les grandes vacances, on va faire 5 semaines en juillet, août, et puis 5 semaines en janvier. Voilà, la poire a été coupée en 2 comme ça. Donc il y a quand même une petite volonté de calquer, de se rapprocher du schéma métropolitain, alors rien que le climat exigerait un fonctionnement différent. D'accord. Et puis après, on n'a aucun programme spécifique à La Réunion. Voilà. Mais je finis juste sur ce sujet-là, mais du coup, c'est très intéressant, je trouve, pour les Réunionnais, c'est que scolairement, ils passent le même bac qu'en métropole. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas le même bac parce qu'elle n'a pas le même rythme annuel, elle est décalée dans l'année. Nous, ici, c'est le même bac qui est passé en même temps. Malgré le décalage horaire de 2 heures, il est passé en même temps. Et alors, est-ce que tu peux répondre à ma question? Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est vraiment une question, là, ça vient de moi. Personnellement, je prends la responsabilité. Avant l'homogénéisation du bac français au niveau national, c'était quelle académie que vous passiez en Réunion? Je pense que c'est Montpellier. C'est quelle académie? Je ne sais pas trop. Avec les nouvelles régions en plus. Il faut aller chercher les vieilles annales. Mais en fait, on a encore l'école d'architecture, par exemple.
Montpellier, l'école de médecine aussi, donc je pense que c'était pareil pour l'éducation nationale. Il y a probablement un lien très fort avec cette académie, ouais. D'accord. Et alors, passons au dernier thème que l'on voulait aborder. J'ai plus beaucoup de questions pour vous, mais je pense que vous avez encore des choses à dire. Donc là, plutôt un thème qui est centré sur la Réunion dans la République. Est-ce que la Réunion se sent prise en considération dans les enjeux de la République et dans les enjeux de la France, et pas seulement la France métropolitaine, mais la France qui inclut tout, y compris ses territoires d'outre-mer, et quelle opinion les Réunionnais ont de la majorité présidentielle et du travail fourni concernant cette île? Je pense que comme pas mal d'outre-mer, on se sent un peu les oubliés de la France. C'est pas mon sentiment personnel, hein, mais je traduis ce que j'entends. Et donc, il est très facile du coup de dire que l'Europe ne nous oublie pas. Alors pourquoi les oubliés de la France? Parce que le développement tarde à arriver ici par rapport à ce qui se fait en métropole dans certains domaines. Et encore ici, on est très bien lotis par rapport à d'autres outre-mer. Encore une fois, c'est par exemple de choses modernes comme la 4G ou c'est la 3G avant la 4G, puis maintenant la 4G, ou alors la fibre, tout ça, ça arrive avec du retard, donc les gens râlent un peu. Tout ce qui est territorial, hein, ici, on aimerait bien avoir la même chose que ce qu'ont les Corses, par exemple. Hein, si le rattachement à la métropole, le billet d'avion, il est pose à 600 et quelques euros, mais en période pleine à 1300, 1400 euros. Donc, c'est plutôt 1000 euros le billet moyen aller-retour entre la Réunion et la... D'une manière générale, ça peut paraître plus anecdotique, mais on ne parle pas de la Réunion particulièrement dans les journaux télévisés, par exemple, dans la météo. Enfin, c'est pas quelque chose de familier, mais ni la Réunion, ni la Martinique, ni la Guyane, ni la Guadeloupe. Ni Mayotte. Ni Mayotte, voilà. Il y a quelque chose quand même qui est assez... nous, ça fait 6 ans qu'on est là. Moi, ça m'a choqué de voir que finalement, la Réunion, c'est comme si ça n'existait pas dans le quotidien des Français. C'est comme si on faisait pas partie d'un tout. Et ce qui est choquant, c'est qu'on parle de la Réunion dans les médias nationaux quand il y a un requin qui croque quelqu'un. Ouais, là, c'est vrai que quand le volcan est en éruption, oui, c'est vrai que ça passe dans les médias. Mais sinon, on parle de la Réunion quand il y a une épidémie de dengue ou de chikungunya, ou quand il y a un requin qui croque quelqu'un. Et bien sûr, à chaque fois, les médias oublient de dire qu'on peut se baigner dans toutes les zones où il y a du lagon sans danger. Mais bon, l'idée est mauvaise. Donc c'est plutôt la mauvaise publicité qui est faite qui donne le sentiment qu'on est un petit peu oublié. Et puis quand on va en métropole et puis qu'on voit des fruits de la passion, mais qui viennent d'Amérique du Sud, ou des ananas qui viennent ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique, et pareil pour les bananes. Enfin, il y a un truc où on sent pas qu'on fait partie de la France. Est-ce que vous pensez que ça explique un petit peu en partie pourquoi ils se sentent des fois vraiment dépendants de l'Europe plus que de la France? Ce sentiment alors pas de rejet, mais d'indifférence? La dépendance, le sentiment de dépendance de l'Europe, c'est juste pour une notion d'argent, en fait. À part ça, s'il n'y avait pas cette question d'argent, ils n'en ont rien à faire de l'Europe ici. Hein. Oui. Mais vraiment rien. Alors par contre, là, ils en veulent un petit peu à l'État français, là, parce qu'il y a les 24 maires de la Réunion se sont arrangés quand même pour bien médiatiser les baisses de dotation. Et ici, beaucoup de choses sont dépendantes de la commande publique, de la commande publique, et notamment de la commande municipale. Et donc, les moyens des villes ayant baissé, on nous a divisé par 2 le nombre de ramassages de déchets et d'ordures, par exemple. Dans les écoles primaires, il y a beaucoup moins d'assistants qu'il y a 2 ans. Donc ça râle beaucoup. Et puis ici, la tendance n'est pas au regroupement des communes, contrairement à la métropole où on peut dire regroupez-vous et vous ferez des économies d'échelle. Ici, déjà, on a des communes d'une certaine taille, comme je l'ai dit au début. Et inverse, on est en train de créer la 25e commune de la Réunion en ce moment. Donc elles ne sont pas fusionnées du tout, les communes ici. Et donc les maires ont bien médiatisé qu'il y avait des baisses de subventions. Ils sont allés jusqu'à mettre des banderoles au fronton de la mairie pour l'annoncer. Hein. Voilà. D'accord. Et puis parallèlement, c'est vrai qu'on fait la promotion de l'Europe à outrance parce que l'Europe amène de l'argent. Mais alors du coup, d'après votre ressenti en fait, puisque vous êtes là depuis 6 ans, 7 ans, comme vous avez dit, les Réunionnais, le scrutin le plus important pour eux dans tous les scrutins prévus par notre Constitution, c'est les présidentielles, c'est les législatives, c'est plutôt carrément tout ce qui est local,
municipale, générale, enfin départementale, régionale, c'est la même chose, j'imagine, enfin quasiment la même chose. Ici, les régionales, c'est une espèce d'élection présidentielle à l'échelle de la Réunion. Le président de région ici, c'est le président, quoi. Il faut dire qu'il a énormément de pouvoir puisqu'il gère des fonds européens qui sont importants pour les zones ultra-périphériques, pour les régions ultra-périphériques de l'Union européenne. L'autre élection qui compte, c'est la présidentielle. Les européennes, pas beaucoup, ont jugé la participation. Et alors, l'élection à laquelle on n'a pas envie de se frotter, parce qu'on sent qu'on y risquerait notre vie, c'est l'élection municipale. C'est dangereux. C'est dangereux. À ce point-là. C'est pas partout dans l'île, mais nous, on sent qu'il y a des chasses gardées là-dessus et qu'il faut être puissant pour pouvoir s'opposer et se présenter face à... Voilà, si on devenait menaçant, je pense qu'on serait menacé. Il y a eu des échos d'un adhérent qui était d'ailleurs conseiller municipal d'une des villes de La Réunion, que je ne vais pas citer parce que je crois qu'on est enregistré. Son rôle de conseiller, il était dans l'opposition. Eh bien, on l'empêchait d'accéder à la salle du conseil municipal et puis on lui a fait comprendre que sa famille allait avoir des problèmes, etc. Et donc, il a dû déménager toute sa famille à Maurice. Ah oui, c'est une autre façon de faire de la politique, quand même. Les élections municipales, Sophie et moi, en tout cas, on n'a pas du tout envie de s'y frotter. Alors, pas du tout. Et pourtant, depuis que je suis adhérente à l'UPR, j'étais en deuxième sur la liste des régionales, j'étais aux législatives l'année dernière et suppléante cette année, mais ça va. Pas les municipales, c'est trop dangereux. Personne ne vous fera de reproche, on comprend tout à fait qu'il y a des enjeux locaux qui sont un peu différents de ce qu'on peut nous vivre. On aura peut-être une ou deux villes en 2020 où on aura des gens qui veulent y aller, mais c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont un réseau familial ou associatif important, et donc peut-être qu'ils auront les appuis nécessaires. Et on sera là pour les aider. On sera là pour les aider. D'accord. Mais là, j'ai presque plus de questions, donc je vais en poser une particulièrement à Alex. Visiblement, j'ai cru comprendre que l'Union européenne et l'appartenance à l'Union européenne avaient une énorme influence sur ton métier et sur ta profession. Est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots ? En fait, oui, c'est vrai que j'ai entendu que cette question a été posée à un autre intervenant il y a quelques mois et j'avais des choses sympas à raconter là-dessus. Donc, moi, je suis ingénieur structure dans le domaine du bâtiment. Et je me suis spécialisé depuis pas mal d'années dans le sujet parasismique, c'est-à-dire pour résister au séisme. Et dans mon domaine, il y a eu une évolution réglementaire assez importante depuis quelques années, puisqu'on nous a introduit des normes européennes qui s'appellent les Eurocodes. Alors ces normes européennes sont en préparation depuis 1975, ça cogite depuis un bon bout de temps, de la structure en général, pas spécialement que le parasismique. En fait, comme c'est très très long de se mettre d'accord avec les autres dans l'Union européenne, qui ne s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, mais même techniquement c'est très long de se mettre d'accord, parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes constructives, le même historique, eh bien, à un moment donné, sorti ses propres règles de calcul dans le domaine du béton armé, par exemple, qui sont appelées les règles BAEL, qui était une version un peu simplifiée de ce qui préfigurait les Eurocodes. Et puis dans le domaine du parasismique, c'est pareil, on a sorti dès 1992 une version simplifiée de ce qui allait être plus tard l'Eurocode 8 au niveau européen. Simplifié, ça s'appelait les règles PS 92. Et puis, il y a un moment, ça a commencé à converger au niveau européen. On a abouti à quelque chose qui a fait consensus. Donc ces normes européennes reposent sur des textes communs à tous les États membres, certains paramètres qui sont propres à chaque État. C'est-à-dire qu'en fait, on peut paramétrer un petit peu ces normes en fonction de conditions économiques, climatiques ou autres de chaque pays. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en France, on s'est donné peu de moyens dans les négociations avec les partenaires européens. Donc on a peu d'argent pour que des gens de France aillent défendre nos intérêts dans la commission des normalisations. Nos habitudes franco-françaises de construction, elles ont été piétinées par les normes européennes. Alors, en gros, c'est quoi nos habitudes franco-françaises ? Si vous regardez les bâtiments autour de vous, vous verrez souvent qu'il y a des murs en béton. En France, on construit énormément avec des murs en béton, qu'on appelle des voiles.
Nous avons des géants du BTP qui s'appellent Vinci, Bouygues, et dans une moindre mesure Eiffage. Donc ce sont des géants qui sont devenus des géants parce qu'ils se sont dotés d'outils de construction très performants qu'on appelle des banches, qui sont en gros des coffrages métalliques qui permettent de couler du béton à l'intérieur et de faire des murs. Donc nous, l'habitude française pour construire des bâtiments de logement, de bureaux, etc., consiste à utiliser beaucoup de murs en béton, alors que les autres pays ont ce qu'on appelle du poteau-poutre avec du remplissage entre les poteaux, avec le remplissage avec des briques ou des maçonneries, etc. Et donc cette habitude franco-française de faire beaucoup de voiles en béton, c'est ce qui fait notre force à l'international. C'est ce qui fait qu'on se construit vite, bien, efficacement, et le calcul de tous les murs, c'est un art qu'on a développé au fil des années et on est ultra performant là-dessus et on s'exporte très très bien. Faute d'être bien défendu par les Français, sont vus complètement piétiner ce truc-là. Donc elles ont imposé dans un premier temps de calculer les murs comme si c'était des poteaux, donc avec plein d'armatures dedans, ce qui fait que ça devient anti-économique pour nous Français. Alors là, c'est vraiment dans le domaine dans lequel je suis, c'est le parasismique. On est allé rajouter une contrainte dans certaines zones de sismicité qui représentent quand même à peu près entre un tiers et la moitié du territoire national, ce qu'on appelle les zones 3 et 4 de sismicité. On est allé interdire qu'il y ait des murs qui tombent sur autre chose que des murs. Je simplifie, je vulgarise. Expliquez un peu, parce que je suis pas sûr, même moi qui ai fait quand même pas mal de maçonnerie. Complètement. Les logements que tu connais, que tout le monde connaît, c'est arrivé au rez-de-chaussée, souvent il y a des commerces. Sol, il y a des parkings. Ouais. Généralement, c'est empilé comme ça. Eh bien, imagine que les murs qui séparent un logement d'un autre logement doivent exister aussi au rez-de-chaussée et doivent exister aussi dans le sous-sol. Bah, c'est flingué. Tu peux plus faire des commerces et tu peux plus faire des parkings au sous-sol. Ça ne marche plus. Ah, il faut une parfaite symétrie d'étage en étage, en fait. Enfin, il faut que les murs qui contreventent, qui servent à stabiliser le bâtiment, il faut qu'ils soient repris en ligne droite sur des points durs. Et les points durs, ça peut pas être n'importe quoi. Donc tout mur porteur porte un autre mur porteur. En fait. Donc en fait, cette contrainte dans les normes européennes fait qu'aujourd'hui, non seulement nos champions du BTP sont amenés à faire de moins en moins de voiles, mais on est en train même de repenser voir les logements empilés au-dessus des commerces qui sont eux-mêmes empilés au-dessus des parkings. C'est-à-dire que ça va très très loin. Parce qu'on s'est un peu laissé piétiner dessus sur la normalisation européenne dans le code de construction, eh bien, on est en train de perdre notre leadership constructeur Vinci, Bouygues, Eiffage, petit à petit, hein, c'est progressif, mais en plus, on est en train de devenir beaucoup moins performant dans la manière et de moins coller à nos habitudes de vie, dans la manière de concevoir les logements avec les parkings en dessous et des commerces au rez-de-chaussée. Voilà, ça a une influence vraiment directe, tout ça. J'essaie un jour de faire un papier un peu vulgarisant, mais c'est pas forcément facile. D'accord. Je croyais que tout le monde avait raccroché là. Non. Moi, j'essaie de transposer parce que j'ai vu pas mal de choses de par le monde. Toi, par exemple, tous les piliers, les remplissages que tu as décrits, moi, j'ai vécu 8 ans en Chine, je les ai vus. Ils construisent qu'avec des piliers et du remplissage. Ça, je sais. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Chine. Hein. Tu vas en Allemagne, en Espagne, partout. On est les seuls à faire autant de voiles comme ça. La plupart des pays font quelques voiles autour des ascenseurs et des escaliers, et c'est tout. Partout ailleurs, en façade, ils font du poteau-poutre avec du remplissage. Vite, on est plus performant parce qu'on a des banches, ces fameux outils là, les coffrages métalliques, qui nous permettent de couler des voiles béton très rapidement, hein, parce que un mur ça va se couler en quelques heures, alors qu'un mur en béton ça va se couler en quelques heures, alors qu'un mur en parpaing ou en brique c'est quelques jours. Banche, ça vient moi j'ai aglo à bancher en tête quand on fait un mur contre une paroi. Bloc à bancher, c'est quand on vient mettre des armatures à l'intérieur et couler du béton à l'intérieur. Donc en fait, c'est les aglos qui servent de coffrage. Donc, c'est pas... Bon, ça, on pourra peut-être en parler en aparté parce que j'ai peur. Ouais, non, pardon, on va pas rentrer dans les détails du coffrage. Voilà, les normes européennes, je les subis. Et alors, je les subis d'autant plus qu'il y a eu une évolution réglementaire donc qui s'est déroulée depuis 2010. Il a fallu assimiler petit à petit les eurocodes. Du fait pour la première fois dans les codes de construction, obligatoire d'application un certain faisceau de normes, les eurocodes, alors qu'avant les normes c'était un choix, il n'y avait pas d'obligation à appliquer telle norme plutôt que telle autre, hormis obligation faite par un marché précis, hein. Mais n'importe quel marché pouvait être fait en disant on appliquera telle ou telle norme.
Là, c'est différent. Depuis le 22 octobre 2010, il y a eu un arrêté et maintenant vous appliquerez les eurocodes. Je simplifie, je vulgarise, mais c'est donc voilà. Et on nous annonce une refonte de ces eurocodes, c'est-à-dire que les ingénieurs qui se sont petit à petit habitués au changement de façon de calculer les choses, eh ben, vont devoir revoir encore pas mal de choses dans 2 ans. C'est-à-dire que là c'est l'inflation normative qu'on va subir dans nos métiers, comme dans plein de métiers. Hein, d'ailleurs, moi je me souviens que petit, j'avais une mère comptable qui déjà se plaignait du comptable européen qui lui a complètement changé son travail en fait. Hein, Et toi, Sophie? Alors Sophie en parlera quand on aura un peu plus enquêté, mais Sophie est architecte et il y a un ordre européen des architectes qui s'est créé. Et donc plus de contraintes normatives qui vont se créer. Rien de bon, je pense, mais on n'a pas encore pris le temps d'aller fouiller pour voir ce que ça allait changer. Nul doute qu'en tout cas ça fera changer les habitudes françaises, puisqu'il y aura forcément harmonisation avec des choses qui sont chez nos voisins européens. Et Sophie, Alex, est-ce que vous avez des choses à ajouter pour mieux faire comprendre aux gens qui nous écoutent les enjeux de tous ces départements d'outre-mer en fait, parce qu'on est loin de Paris, on est loin de la métropole, mais après c'est vrai que pour les adhérents de l'UPR c'est loin des yeux mais pas loin du cœur, et pour beaucoup de gens peut-être qu'ils ont besoin de petites choses en plus pour. Alors, qu'est-ce qu'apporte finalement une île comme la Réunion à la France? On peut se poser cette question-là. On pense immédiatement au tourisme, mais il n'y a pas que ça. Les départements d'outre-mer apportent déjà de la biodiversité. Il y a 80% de la biodiversité française qui se trouve dans ces outre-mer. Donc, qui dit biodiversité dit possibilité d'avenir dans la recherche. Mais ça apporte à la France une présence dans l'océan et surtout un domaine maritime. Et ce domaine maritime, il faut savoir qu'il sert de monnaie d'échange dans les négociations de la France avec ses partenaires, notamment les partenaires européens. Ici, au large de la Réunion, on peut avoir des pêcheurs portugais, par exemple. Ça a été monnayé. Et comme les eaux territoriales françaises autour de la Réunion sont très étendues, ça contribue énormément à la zone exclusive économique de la France, hein, toutes ces eaux territoriales. Tout à fait, oui. Et donc, faut avoir à l'esprit que ça sert de monnaie d'échange pour obtenir d'autres avantages vis-à-vis des partenaires européens. C'était ta question, je crois que je m'en suis éloigné. Un dernier mot pour mieux sensibiliser les gens sur les enjeux locaux. Alors bon, là, effectivement, dans votre cas, c'est la Réunion, mais sur tous ces territoires d'outre-mer, enfin sur l'outre-mer en général, que les métropolitains semblent ignorer et qui sont pourtant des parties de la France qu'il ne faut pas négliger. Déjà, je veux dire que la population réunionnaise, ça n'est que 1% de la population française à peu près, un petit peu plus, 1,3% je crois. Oui, un peu plus. Mais chaque Français connaît quelqu'un qui vient de la Réunion. On en croise de partout, en fait, des Réunionnais. C'est vraiment imbriqué. Beaucoup de Réunionnais sont finalement allés à un moment ou à un autre travailler en métropole. Il y a des familles réunionnaises qui sont installées en métropole puis qui sont revenues. Et donc, on constate qu'il y a un lien. Il y a un lien entre la métropole et la Réunion qui est assez fort. Réunion, encore pour quelques temps, mais ça va plus durer beaucoup, produit l'essentiel du sucre de canne que vous consommez. On arrive en concurrence avec le Brésil, le Vietnam et autres, donc ça va disparaître à la Réunion parce que l'Union européenne a interdit de protéger cette activité-là avec les quotas qu'on avait avant. D'ailleurs, il faut se rendre compte du désastre que c'est cette interruption de quotas, c'est que les métiers liés autour de la canne et du sucre en général à la Réunion, ça représente 1000 emplois au global. Et donc, quand on rattache les familles qui vivent de ces emplois autour du salarié, il y a à peu près 12% de la population réunionnaise par la disparition rapide à venir, là, qui est en train de se dérouler sous nos yeux, hein, une disparition rapide de la filière canne. Donc, je ne sais pas si vous imaginez en métropole, si 12% de la population était d'un seul coup, en quelques mois, peut-être en un an et demi, d'un seul coup, voilà ce qu'attend la Réunion dans les mois qui viennent. Ça a commencé là depuis peu, ça va s'accentuer. Alors, il
y a des pistes de reconversion, hein, mais il va falloir accompagner tout ça. Il va falloir de l'argent pour accompagner tout ça. Sinon, ça va être... si ça dégénère pour toutes ces familles, il est à craindre une forme d'explosion sociale. On a déjà eu, hein, ici, ça monte vite au quart de tour. Il y a déjà eu des échauffourées dans certains quartiers, notamment à Saint-Denis, il y a un quartier qui s'appelle le Chaudron, où ça chauffe parfois. Ça a déjà chauffé à une époque, alors ça n'a pas été médiatisé beaucoup en métropole, c'était au moment où il y avait Saddam Hussein qui envahissait l'Irak, et donc la France entière était focalisée sur cette information-là, la France qui rentrait en guerre contre l'Irak, et pendant ce temps-là, c'était la guerre au Chaudron. Il y a même eu 1, 2 ou 3 morts, je ne sais plus le nombre exact, mais enfin, c'était l'état d'urgence ici. Et donc on sait que ça peut péter à nouveau, et que ça peut être grave, hein, ça peut être sérieux. C'est une marmite, hein, c'est une marmite qui peut... Ah bah Chaudron, oui, ça porte bien son nom, visiblement. Oui, non, mais voilà, la Réunion en général, c'est vraiment un endroit qui peut... péter. Plutôt, voilà. Après, l'avantage pour le gouvernement, c'est que c'est loin. C'est facile de... Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, ce sera plus difficile que ça ne se sache pas, mais c'est quand même loin, et donc... il suffit que les médias de masse n'en parlent pas pour que déjà ça atténue beaucoup la prise de conscience. Bon, enfin, je souhaite pas que ça arrive. Hein. Je souhaite vraiment que les choses sortent par le haut. Mais ce qui est en train de se passer avec la disparition de la filière canne pourrait mal tourner. Est-ce que les objectifs de la COP 21 sont compris et comment dire pris au sérieux à la Réunion? J'entends personne ne me parle de COP 21 ici. Hein. C'est vraiment pas. Enfin, c'est pas un sujet de discussion fréquent. Voilà, c'est personnel. La COP 21, je pense comme beaucoup qui se sont un peu renseignés, on sait que malheureusement, elle fait un mauvais tri parce que en gros, il s'agit de contrôler des émissions, alors qu'on devrait contrôler des consommations de CO2. Donc la France réduit, elle est bonne élève, elle réduit ses émissions de CO2, mais en réalité elle consomme de plus en plus de CO2, c'est juste qu'on a délocalisé notre CO2. Donc finalement on ne fait rien de bon pour la planète avec cette COP21, on se donne juste bonne conscience. Voilà. Mais ce sujet-là, à La Réunion, je le sens pas présent. Porteur, c'est pas ça qui va... Je sens pas la pollution ici, par exemple, c'est une île qui est brassée par le vent, donc déjà c'est pas un sujet auquel on pense tous les jours. On n'a pas de jour de pic d'ozone ou c'est quoi le pic de pollution, etc. Ça n'existe pas ici. En fait, tout ce qui arrive, toute la marchandise qui arrive ici arrive par bateau et avion. Donc ça va pas du tout dans le cadre de la COP 21. Donc il faut peut-être mieux pas en parler. C'est peut-être un sujet étouffé parce qu'on saurait pas le gérer en fait. D'accord, puis en plus c'est pas perceptible dans la réalité du quotidien en fait. Problème de déchets ici, par exemple, ça c'est un sujet qui va devenir brûlant aussi, c'est qu'on accumule les déchets. Certains ici ont la bonne idée de faire construire bientôt un premier puis un deuxième incinérateur à déchets. Je parle de ça parce qu'on parlait d'écologie à l'instant avec la COP 21, donc incinérateur déchets. Alors selon la novlangue européenne, on appelle ça un UVE, une unité de valorisation énergétique. C'est-à-dire qu'avec les déchets, on fait de l'électricité, en gros. Donc ça touche plein de subventions européennes quand on construit ça. En échange, finance très très peu tout ce qui est recyclage, ressourcerie. Enfin, c'est vraiment d'un rapport 1 à 100 les financements qui sont accordés au recyclage par rapport aux incinérateurs. Et on est sur une île où on pourrait vraiment faire quelque chose de bien en matière de zéro déchet. On pourrait vraiment s'approcher du zéro déchet parce que le moyen de beaucoup mieux contrôler qu'en métropole tout ce qui rentre. Hein, on peut par exemple taxer, rentrer et faire des déchets qu'on ne sait pas traiter. Ça serait l'octroi de mer. Là, on pourrait l'adapter pour ça, pour filtrer les déchets qu'on ne sait pas traiter. Il y a déjà une culture ici du système D, du système débrouille. Ici, les pièces de rechange, on les a pas forcément. Alors on bricole, on fabrique, on tente, on adapte des pièces existantes. Voilà, il y a plein de choses qui se font comme ça. Mais là, il y a des questions là dans les tuyaux de nous pondre un incinérateur. Premier temps, ça va être entre guillemets super, c'est-à-dire qu'on va enfin brûler les tonnes de déchets qui se sont accumulés depuis des années. Puis dans un deuxième temps, on n'aura plus assez de déchets. On va en produire toujours plus parce qu'il faudra faire tourner cette machine dont dépendra notre électricité. Puis peut-être qu'à terme, on en viendra à acheter les déchets de nos voisins, comme ça se fait en Suède. Voilà. Il y a des discussions politiques en cours.
Nous, on appelait pour un référendum sur ce sujet-là, parce que c'est, même si j'ai un avis personnel, Sophie aussi, mais on appelle pour un référendum, mais c'est encore un projet qu'on va faire dans le dos de la population, sans les consulter, sur un modèle non vertueux pendant plusieurs générations. Donc, c'est vraiment important. Est-ce que vous pensez qu'en fait, faire une démarche militante par du cybermilitantisme, Facebook, Twitter et tous ces réseaux sociaux est pertinent à la Réunion, ou est-ce que vous pensez qu'il faut quand même avoir une meilleure proximité sur les marchés ou dans la rue, ou etc. Ou est-ce que c'est un complément intéressant? Enfin, comment vous équilibrez les deux? Twitter déjà est peu présent à la Réunion. On était d'ailleurs écrasant par rapport aux autres candidats sur Twitter. Il était quasiment absent, les autres candidats. Facebook, par contre, est très, très utilisé ici. Donc, quel effet ça a par rapport au terrain? Personnellement, je pense assez faible, mais bon, on n'a pas tous le même point de vue là-dessus. Je sais pas. Je pense vraiment que ce qui marche à la Réunion, c'est le porte-à-porte, mais le porte-à-porte, pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour le faire de manière efficace. Oui, d'accord, oui. Ben, oui, et les réseaux sociaux, c'est un petit support, mais c'est pas énorme. Eh bien, écoutez, pour finir, je vais rappeler quand même aux gens qui sont là que la Réunion est en GMT+4, que nous sommes en GMT+2 parce que nous sommes en heure d'été, et GMT+1 en heure d'hiver. Donc, on a 2 heures de décalage avec Sophie et Alex. Chez vous, il est déjà 23h39. Donc, je vous propose d'ajouter un dernier mot, une conclusion, etc. Moi, j'avais envie quand même, parce que je ne sais pas qui nous écoute, donc de remercier tous ceux qui nous ont aidés pendant la campagne, y compris de très loin. Je pense à Georges Mignot qui nous a filé un coup de main depuis la Guyane. Je pense à des métropolitains qui nous ont aidés via les réseaux sociaux. Voilà, et puis les Réunionnais qui se sont impliqués dans la campagne. On n'est pas bien récompensé à la sortie, j'en suis désolé. Mais on remercie vraiment tout le monde, et je pense qu'on est ces porteurs d'avenir. On va vraiment. Moi, je pense aussi aux Réunionnais qui nous ont aidés à créer notre page. On a créé la page UPR 974, donc UPR La Réunion, qu'on n'avait pas encore jusqu'au début de cette campagne. Et puis on a eu des militants qui étaient là pour la faire vivre et qui nous ont fait des petites vidéos de notre candidat, et on va essayer de continuer comme ça, avoir des vidéos sur les idées de l'UPR jusqu'à ce qu'on lance la campagne des européennes, de manière à faire vivre cette petite page Facebook et faire monter le nombre de, comment on l'appelle, c'est pas des adhérents, des nombres de j'aime, voilà, les nombres ou de machin comme ça. Ben, en fait, moi j'ai envie de vous dire, laissez-nous à notre tour vous remercier de porter l'engagement et la parole de l'UPR dans cette contrée si oubliée de la métropole. Ça m'a fait bien plaisir de vous rencontrer via cet échange-là tout de suite. Quelque part, ça fait chaud au cœur de ne pas être seul à 10 000 km de la métropole. Merci beaucoup, encore une fois, au nom du Rameau et probablement d'un grand nombre de sympathisants et militants UPR d'avoir pris le temps ce soir, malgré le décalage horaire, de venir nous éclairer sur les enjeux très spécifiques de la Réunion et de ses législatives partielles. Si l'entretien vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu pour qu'un maximum de personnes puissent découvrir cette vidéo, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour rester informés de nos futurs projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!